Bonjour. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter donc l'analyse des patrons d'évolution donc de la pluviométrie, de la température et des Escherichia coli donc à l'échelle locale. D'abord les changements climatiques. Donc je ne vais pas vous rabattre les oreilles avec tout ce qu'on dit sur les changements climatiques, mais je vais mettre l'emphase sur les conséquences de ce changement sur la qualité de l'eau de surface notamment. Donc l'augmentation des températures prévues va avoir un impact sur la vitesse des réactions cinétiques, tout simplement par l'utilisation de la loi d'Arrhenius qui stipule qu'une augmentation de la température augmente la vitesse des cinétiques. En conséquence, on va avoir une augmentation de la quantité des chimiques dissous dans l'eau. On va avoir également une modification des patrons d'exportation de nutriments, de polluants et de sédiments dans l'eau des rivières. Un apport en matière organique plus important, pouvant en résulter en une rivière ultra turbide, à une modification de la couleur apparente, comme ici, si on voit avec une apparition d'un bloom algal dans une rivière. Est-ce que le changement climatique, c'est dans 50 ans? Vous allez tous me dire ici dans la salle, non. C'est déjà occupé de se produire. Et quelques impacts directs peuvent être, par exemple, l'augmentation de la température des eaux de surface entre 1960 et 2010, aussi bien des lacs que des rivières, qui peuvent avoir un impact sur la création de sous-produits de désinfection dans les usines de traitement d'eau potable. Donc, par exemple, à une température supérieure à 15 degrés, les travaux de Manuel Rodriguez à l'Université Laval ont montré qu'on avait une création supérieure en trihallométhane, qui était dangereux pour la santé s'il se retrouvait dans l'eau de consommation. Dans les zones où on aura une augmentation de la sécheresse, une baisse des étiages, on peut avoir un risque accru d'incendie de forêt. Dans ces zones-là, par exemple, en Alberta au Canada, on a eu une augmentation du carbone organique dissous des teneurs des rivières qui ont mené donc à une demande en chlore supérieure dans les usines de traitement et donc à une augmentation du coût de traitement de potabilité de l'eau. Enfin, un dernier exemple très trivial, c'est au Royaume-Uni, dans ces dernières années, on a eu une chute de la pluviométrie estivale qui ont conduit à des problèmes de quantité d'eau à l'étiage et demande une exportation de quantité d'eau en tanker pour l'alimentation en eau potable des gens des villes. On a exactement la même chose en France à Marseille ou en Espagne en période d'étiage sévère en août ou en juillet. Donc comme vous voyez, je m'intéresse surtout à l'eau potable, l'eau de surface et les conditions de traitement dans les usines pour la potabilisation de l'eau. À Québec, je me suis intéressé notamment à la prise d'eau de château d'eau. Pourquoi cette prise d'eau? Bon, simplement déjà parce qu'on avait des données et parce que c'est une prise d'eau importante pour la ville qui alimente jusqu'à 285 000 personnes selon les derniers chiffres. Une consommation journalière de 160 000 m3 d'eau. Donc l'eau de cette rivière, la Saint-Charles, qui se trouve ici sur le bassin versant avec le lac Saint-Charles en amont, provient de 3 rivières. La rivière Saint-Charles, la rivière Nelson et la rivière Jaune. Le fait que l'eau provienne de 3 sources différentes induit des variations de qualité dans le temps. Et certains problèmes qui n'ont pas été résolus par la renaturalisation de la rivière Saint-Charles sont notamment la présence de réseaux unitaires sur le bassin, la connexion directe des gouttières de maisons au réseau unitaire d'égouts qui peuvent provoquer, lors des débordements des réseaux, un accroissement de la pollution brutale dans la rivière. Et enfin, la présence de mares et d'étangs privés sur le bassin versant, comme on voit sur le bassin versant du lac Saint-Charles, où les gens vont donner à manger aux canards, par exemple, et vont flusher leur étang privé dans la rivière lorsqu'ils vont être pleins, et donc vont créer une source ponctuelle d'apport en Escherichia coli dans l'eau de la rivière. 2 chroniques ont été utilisées dans le projet, une chronique de données météorologiques, une chronique de données de qualité de l'eau. Donc les données météorologiques ont été tirées du modèle Hydrotel et des stations d'environnement Canada. Elles couvrent la période 1960-2012 et donc vont permettre une évaluation du changement climatique local. Les données sont relativement basiques, donc pluie, neige, température et précipitation totale. Alors que les données de qualité de l'eau sont les coliformes fécaux, la température, la turbidité et la conductivité. Attention, la période ici n'est que de janvier 2004 jusqu'à décembre 2011, donc un peu plus difficile de faire des analyses de tendance.
Et le prélèvement de ces mesures a été fait aux 4 mesures par semaine. Pourquoi 4 mesures par semaine? Tout simplement parce que l'analyse en coliforme fécaux nécessite entre 24 et 36 heures pour avoir un résultat. Et que si on fait l'analyse le vendredi, ça pousse le résultat au week-end et personne ne travaille le week-end, donc il n'y a pas de prélèvement. Ces données ont été fournies par la ville de Québec à travers la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval. Donc, tout d'abord, un petit bilan, un petit portrait de la précipitation donc, au Québec. Une pluie moyenne de 956 mm par an. Une pluie journalière de 6,3 mm et la répartition ici de la pluie en fonction des saisons. Donc on voit le maximum, la part principale des pluies donc, a lieu en été et en automne, 70% de la pluie. Ce qu'on remarque, dans les totaux pluviométriques, on ne remarque aucune tendance, qu'elle soit annuelle ou saisonnière, alors que sur la pluie, on observe une augmentation de la quantité de pluie plue en hiver, avec une baisse de la quantité de neige tombée en hiver, ce qui est un peu lié à l'augmentation des températures tout simplement. Ici donc un graphique très intéressant, donc on va le lire ensemble. Si on prend 98% et qu'on se reporte sur la courbe rouge qui donne la situation entre 1960 et 2003, on arrive à une valeur de 31 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 98% du temps, il pleut moins de 31 mm par jour. Donc on va considérer que 31 mm, c'est une intensité journalière. Si on prend la courbe en 2004-2011, toujours 98%, on se rend compte qu'on arrive non plus à 31 mm, mais à 36 mm. C'est-à-dire que 98%, il pleut moins de 36 mm, soit une différence de 5 mm dans les événements de haute fréquence, de haute intensité. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va avoir plus d'événements de pluie de haute intensité sur une journée. Donc ce qu'on peut conclure, c'est qu'on a une augmentation de la fréquence des événements de haute intensité grâce à cette courbe, et par la même analyse, on arrive à exactement la même conclusion pour les événements faible intensité. Vous allez me dire, c'est pas possible, on a une augmentation des faibles intensités, une augmentation des hautes intensités, on a plus d'événements au total. Non, le nombre d'événements, il est constant, mais les événements moyens, ils n'existent plus. On a une baisse de ces événements. Donc une pluie aux alentours de 6 mm par jour, on va en avoir de moins en moins souvent. On va avoir plutôt des pluies de 1 mm ou des pluies de 30 mm. On peut aller un petit peu plus loin dans cette conclusion, c'est qu'en hiver, on a une forte augmentation de la variabilité des pluies qui atteignent, qui ont été doublées entre 1960, depuis 1960 jusqu'à 2010, et une intensification de ces pluies. Une intensification telle que les intensités hivernales atteignent des valeurs comparables aux valeurs printanières, c'est-à-dire aux alentours d'une trentaine de millimètres pour les maximums. Maintenant, la distribution dans le nombre de jours de pluie, consécutifs évolue également. Donc on voit sur ce graphique, ici, combien de fois il pleut 4 jours de suite entre 1960 et 1969 jusque 2009. Si on prend simplement le dernier, le plus marquant, le nombre de périodes de pluie de 7 jours consécutifs a été multiplié par 10 depuis 1960. Ça marque une tendance générale, la tendance générale à l'augmentation des longues périodes de pluie. Et donc qui vient corroborer le résultat précédent d'augmentation des pluies de faible intensité. Puisque plus une pluie est longue, plus il y a de chances que son intensité globale soit faible. Ensuite, l'évolution des températures locales. Les données utilisées permettent de tracer l'évolution des moyennes annuelles de température, des moyennes estivales, on pourra aller aux moyennes mensuelles. Et si on projette ces relations jusqu'en 2050, on arrive globalement à une augmentation de 1,5 à 2 degrés, que ce soit en hivernal, estival ou annuel. Vous allez me dire, votre coefficient de corrélation, il est entre 0,3 et 0,25 pour les températures estivales. Ça explique que 25% de la variabilité. Mais ce que ça veut dire en fait, c'est que 25% de la variabilité de la moyenne estivale est expliquée par le facteur temps. Ce que je n'ai pas écrit ici, c'est que la relation, on a confiance dans cette relation, c'est-à-dire qu'elle va être conservée dans le temps. C'est-à-dire que ici, le test statistique dit qu'à 1%, cette relation est valable. On va pouvoir
l'utiliser jusqu'en 2050, tout en sachant que d'autres variables que la variable temporelle expliquent la variabilité de la température. Pour augmenter cette variabilité prise en compte, on pourrait dire qu'il faut utiliser des modèles climatiques globaux, des modèles climatiques régionaux. C'est ce que fait par exemple le consortium Uranos. Et on voit pour le Québec à l'horizon 2050, donc eux ils disent ça entre 2041 et 2070, on lit pour le Québec une valeur de température qui se situe entre 18 et 20 degrés. Entre 16 et 20 degrés, excusez-moi. Ce qui correspond exactement à ce qu'on a trouvé avec les données de notre projet localement. Maintenant, l'approche exploratoire de ce projet est basée notamment sur les Escherichia coli. Alors les Escherichia coli, pourquoi ? Parce que les Escherichia coli, ils sont importants dans l'indice de contamination. C'est un indice de contamination officiel qui est utilisé par exemple pour dire que la baignade est interdite sur les plages si la teneur est supérieure à 200 unités formatrices de colonies par 100 millilitres. Cette bactérie, elle est utilisée parce que c'est une bactérie intestinale, exclusive au tractus des mammifères. Donc, ce qui veut dire que si on trouve des bactéries coliformes fécaux dans l'eau, on a une possibilité de contamination de la personne qui va boire cette eau par des bactéries pathogènes, donc dangereuses pour la santé, ou des parasites tels que Giardia et Cryptosporidium. On va noter ici que la teneur en Escherichia coli, elle est liée à la turbidité, elle est liée à la pluviométrie. Or, ces deux paramètres sont impactés par les changements climatiques. On va donc avoir une modification des teneurs en Escherichia coli dans l'eau due au changement climatique. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les usines de traitement? Comment elles vont s'adapter à la variabilité induite par le changement climatique et induite sur la teneur en Escherichia coli et en Giardia. L'approche exploratoire, son objectif, déterminer les périodes les plus à risque pour la prolifération des Escherichia coli dans les eaux brutes des eaux de traitement de l'usine de traitement du château d'eau à Québec. La méthode, assez simple, construction de filtres sur les conditions météorologiques. Donc, on construit par exemple 2 événements avec un seuil de température. On applique ces 2 événements à la base de données, on regarde quels événements correspondent en termes de moyenne de coliformes provoqués. Donc ce sera plus clair avec l'exemple ensuite. Quels sont les impacts de la température sur la teneur en Escherichia coli à château d'eau? Si on prend un événement, température de l'eau supérieure à 17 degrés, température de l'eau supérieure à 23 degrés, on obtient 2 valeurs, 136, 111. Différence de 25 unités formatrices de colonies qui sont statistiquement valables et qui permettent de conclure que la température de l'eau, quand elle est chaude, donc très chaude ici, 17-23 degrés, permet de protéger la prise d'eau et donc de limiter, on voit ici sur le graphique, de limiter la quantité de coliformes fécaux dans l'eau. La température de l'eau, vous allez me dire, c'est corrélé à la température extérieure, la température ambiante. En plus, on sait, en traitement de l'eau, on utilise des traitements UV comme désinfection. Donc on dit plus le taux UV de l'air est important, plus on va avoir une désinfection de l'eau naturelle. Si on fait ce test sur la température extérieure, donc la température journalière, malheureusement, on n'arrive pas à la même conclusion. On arrive à la conclusion qu'on a une moyenne de coliformes fécaux lors des températures estivales qui est stagnante, quelle que soit la température extérieure. Donc la température ambiante n'explique pas, en tout cas seule, la teneur en Escherichia coli. Pourquoi? Tout simplement parce que la teneur en Escherichia coli, elle est liée à la turbidité. La turbidité augmente le facteur d'absorption des UV dans la colonne d'eau et fait que l'effet désinfectant des rayons UV est limité dû à cette relation des Escherichia coli avec la turbidité. Maintenant, l'impact des précipitations. Ici, j'ai pris un exemple parce que c'est assez voyant sur cet exemple. On voit entre le 15 mai et le 5 juin 2004 des événements de précipitation et les valeurs d'Escherichia coli correspondantes. Un pic de précipitation va donner lieu à la création d'un pic de concentration en Escherichia coli, non pas le jour même de la précipitation, mais le jour suivant, tout simplement à cause du temps de transfert des Escherichia coli du point d'import dans le réseau hydrographique jusqu'au point de mesure.
Le deuxième exemple ici permet de dire que ce qui est important dans une chronique de pluie, de différentes intensités, c'est le premier jour de pluie donne une première valeur d'Escherichia coli assez élevée, donc environ 200, et le deuxième, un pic d'intensité de pluie dans l'événement, va donner une augmentation concomitante de la valeur de concentration en Escherichia coli. Donc qu'est-ce qui est important? L'intensité pluvieuse influe sur l'importance du compte en Escherichia coli du jour suivant. Et qu'est-ce qui est important dans un événement de, ici, 4 jours de pluie? Ce qui est important pour avoir la concentration maximum en Escherichia coli, c'est de prendre le pic d'intensité de pluie. Maintenant, on va cumuler ces impacts, précipitation et température. Définition des événements. On arrive à la conclusion simple qu'une pluie intense en été ou en température élevée aggrave plus la teneur en Escherichia coli qu'une pluie intense en température faible. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la situation à risque pour les prises d'eau vont être en été en situation de pluie intense. Pluie intense supérieure à 10 mm, on propose ici. Dernier facteur qui peut influer, le temps sec. Si une pluie intense a lieu après une période de temps sec, elle va avoir une importance encore plus grande sur la concentration en Escherichia coli. On peut faire un parallèle pour ça avec le phénomène de premier flot, qui dit tout simplement que le ruissellement est plus pollué au début d'un événement pluvieux. Donc si on est dans une période déjà pluvieuse et qu'on a une grosse intensité, on va avoir une partie des Escherichia coli qui aura déjà été flushée dans le réseau, et donc pas de pic très important en Escherichia coli. Alors que s'il n'a pas plu pendant 10 jours et que brutalement on a une intensité importante, tout va être embarqué dans le réseau hydrographique d'un coup et créer un grand pic en valeur d'Escherichia coli. Est-ce que ces données vont permettre de créer, par exemple, un système d'alerte précoce pour les usines de traitement d'eau potable? Un système d'alerte précoce permettrait de dire, la veille, par exemple, aux usines, attention, demain, pic d'Escherichia coli prévu, utilisez un traitement plus important que d'habitude, ou coupez simplement votre alimentation en eau potable si vous pouvez fonctionner sur une bâche d'eau brute de réserve. Ce qui permettrait de limiter la contamination possible des gens au robinet pour leur consommation en eau potable. Malheureusement, ça ne va pas être tout à fait faisable avec ce qu'on a pour l'instant comme données, puisque la relation entre la turbidité et la teneur en Escherichia coli, elle est synchrone, c'est-à-dire qu'elles augmentent de manière concomitante. On ne peut pas dire un pic de turbidité va donner lieu à un pic d'Escherichia coli le lendemain, donc ce n'est pas un système de prévision. En tout cas, à l'échelle journalière. La relation, en plus, elle est non stable dans la base de données, c'est-à-dire selon les événements générateurs en Escherichia coli. Des fois, la relation entre la turbidité et les Escherichia coli, elle est bonne, donc un R carré de 0,7, 0,8. Des fois, elle n'est pas bonne du tout. On a une relation qui tend à un R carré de 0,3, donc c'est encore moins bon en prédiction, on ne peut pas l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude? On a défini un cadre global de risque. On peut dire aux usines de traitement, méfiez-vous, en période printanière et estivale, des périodes de temps sec, avec une pluie intense, un orage convectif comme on a souvent ici, et on peut rajouter, ce n'est pas écrit ici, mais une température de l'eau relativement faible. Parce que comme on a montré au début, plus la température de l'eau est importante, plus la prise d'eau est protégée par rapport à la contamination en Escherichia coli. On pourrait proposer quelques améliorations pour ce système et aller plus loin, notamment en faisant une véritable étude statistique avec une analyse en composante principale des valeurs en Escherichia coli pour avoir un véritable système de prédiction de la concentration en Escherichia coli. Je vous remercie. Merci Étienne. Si vous avez des affinités pour les bactéries coliformes, je vous demanderai d'attendre la pause pour poser des questions à Étienne. Donc, l'invasion française se poursuit avec notre prochain.